Bonjour tout le monde, je suis Nika, j'ai 13 ans et je suis fondatrice de Teens and Friends United ou TAFU. Merci de nous avoir rejoints. Quand j'ai vu comment tout le monde parle d'action et comment des choses doivent se changer, mais ils ne faisaient rien et demandaient aux autres de prendre responsabilité, j'ai pensé fonder une organisation où tout le monde, en particulier les adolescents, peuvent se joindre et participer à changer le globe avec de petites et grandes actions. Alors, bienvenue Geoffroy d'Espèce qui va nous dire de l'importance de la conservation de la nature et le volontariat. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, effectivement, je m'appelle Geoffrey, je suis cofondateur moi également d'une association qui s'appelle Espèce. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans l'asso. Et justement, on agit de notre côté en France pour la conservation et la protection de la nature, notamment des animaux. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop. Est-ce que ça marche? Presque, ça peut encore montrer, mais ça... Voilà. Bon, ok, super. Donc, voilà l'association. Donc, elle s'appelle Espèce, ça veut dire sensibilisation à la protection de l'environnement et la conservation des espèces. Donc, c'est ce qu'on appelle un acronyme, plusieurs lettres qui veulent dire un mot ou un ensemble de mots, une phrase en tout cas. Donc, pas mal avec le serpent, par exemple, qui représente un peu notre animal phare de l'association, parce qu'on travaille beaucoup sur ces animaux-là. Et moi, je suis donc cofondateur, comme je le disais, et mission, c'est-à-dire je fais de l'animation auprès du public, des enfants, des adultes, des événements, et je participe à des projets d'études et de suivi de la biodiversité des animaux qu'on a chez nous en France, en tout cas dans la région de où est l'asso, donc dans le sud de la France. Donc, pour un petit peu, nous voilà, notre pays. Nous sommes dans le sud-est de la France. Voilà, dans le département du Var, le 83, peut-être que certains d'entre vous connaissent, dans une commune qui s'appelle Le Canet-des-Morts. Donc, c'est une des plus grosses villes, mais c'est une ville qui est à la frontière, enfin, qui est dans la plaine des Morts, qui est un site remarquable au niveau de sa biodiversité. On a notamment la fameuse tortue d'Hermann, qui est une des espèces les plus emblématiques de France, notamment du sud de la France, et beaucoup d'autres espèces animales qu'on a un peu partout. Voilà, donc si ça peut vous être utile, quelques petites coordonnées, notamment le mail de l'association, si vous voulez avoir des informations sur ce qu'on fait, vous voulez participer aussi, faire du volontariat, envoyer vos données, etc. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc, après vous avoir expliqué un peu vraiment de nos missions. Et le site internet que vous avez ici en bas et les liens sociaux pour pouvoir voir un peu nos actions et y participer. Donc, un des points principaux de l'association, alors comme beaucoup d'associations qui travaillent dans l'environnement aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation des jeunes. Donc, nous, on fait de la maternelle, donc dès 3-4 ans, jusqu'à l'enseignement supérieur, donc jusqu'aux étudiants, donc bac plus 2, bac plus 3 et au-dessus potentiellement. Donc, on fait des animations sur les empreintes d'animaux, comme vous pouvez voir sur la première photo à gauche, sur les requins au milieu, sur la construction de gîtes, d'hôtels, de nichoirs pour accueillir les animaux dans les écoles ou autour de l'école, des animations sur les reptiles, les insectes, enfin, ça peut être plein de choses différentes. On fait beaucoup d'événements aussi. Là, par exemple, c'était un petit peu pauvre, mais on va avoir beaucoup en Alexandre, dans le département du Var notamment, comme la fête de la science, comme des rendez-vous sur la biodiversité de manière générale un peu partout. Donc on va à la rencontre du public, on va leur présenter la faune et la flore qu'on a chez nous, trouver et qu'on n'a pas forcément que des serpents méchants, entre guillemets, que des loups qui mangent des agneaux, etc. etc. Et la sensibilisation, ça passe aussi par des sorties. Donc, on propose aux gens de nous accompagner sur des sorties nature. Donc, on les emmène découvrir les animaux et leur habitat directement autour de chez eux. Donc, soit en canoë, comme on le fait beaucoup cet été,
soit après sur Terre, on marche, on fait une balade et puis on observe vraiment ce qu'on voit. Et à côté de tout ça, on participe aussi à des chantiers. Alors ces chantiers-là, ça va être, vous entendez beaucoup parler de ramassage de déchets. On en a fait un pour l'instant, mais ça va être surtout des chantiers pour redonner vie un petit peu à des espaces naturels, c'est-à-dire faire en sorte que des espèces locales, par exemple des plantes, des fleurs, du coup des animaux, reviennent à des endroits où ils avaient plus ou moins disparu parce qu'on avait introduit des espèces qui étaient étrangères ou parce qu'on a construit des habitations, parce qu'on a détruit leur habitat. Donc on va essayer de redonner vie à cet endroit-là pour refaire venir les animaux et les plantes ici. Et bien sûr, comme je le disais, on va sur le terrain et on observe et on identifie les animaux. Alors parmi, hop, il y en a un qui est caché, c'est dommage, il est dans la région. Parmi les animaux qu'on a dans la région, donc nous, notre secteur principal, c'est surtout les reptiles, donc les tortues, les serpents notamment et les lézards. Après, on va travailler beaucoup aussi sur les amphibiens, grenouilles, crapauds par exemple. Et on va suivre un peu toutes les autres espèces d'animaux qu'on va pouvoir retrouver chez nous, que ce soit des oiseaux, des insectes ou même des plantes. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Et pourquoi avec Mika, du coup, on vous parle un peu de tout ça aujourd'hui et en ce moment, on est beaucoup parler de tout ça. Je vous ai mis quelques petits chiffres, ça montre un petit peu ce qui se passe à l'échelle internationale ici, donc dans le monde. On a à peu près, alors les chiffres, bon, pour ceux qui s'y connaissent pas trop encore au niveau pourcentage, c'est le nombre d'espèces à peu près sur 100 qui sont en menacées d'extinction, qui sont menacées notamment soit par le réchauffement climatique, par les constructions, par la pollution, des choses assez classiques, on va dire maintenant. Donc là, on voit par exemple qu'un mammifère sur 4, c'est-à-dire notamment les loups, les grands mammifères carnivores comme le lynx qu'on a chez nous, l'ours, le loup sont menacés. On a près d'un requin sur 3 qui est menacé également de disparition. Les oiseaux, c'est quand même pas mal, plus de 1 sur 10, presque 2 sur 10. Et les amphibiens, c'est 4 sur 10. Donc ça fait quand même beaucoup d'espèces qui sont pas très bien au niveau de la conservation à une échelle mondiale. Alors, chez nous en PACA, donc en Provence, dans la région sud, en fait, chez nous, on a parmi les espèces les plus menacées 3 groupes. Ce sont les oiseaux, presque la moitié, comme les reptiles, donc les tortues notamment, les lézards et les serpents, pardon. Et les amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds, tritons et salamandres, ils sont eux 6 sur 10, donc c'est très sensible en fait au changement de leur habitat, changement de l'endroit dans lequel ils vivent. Donc ça, ce sont par exemple des chiffres que vous pouvez trouver sur Internet via des structures. Donc l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, conservation de la nature, pardon, oui, et le CNPACA, qui est le Conservatoire d'espaces naturels, qui est une grosse asso qui gère un peu des espaces naturels et qui participe à l'amélioration des connaissances, qui est partenaire de l'association d'ailleurs. Alors, les menaces, justement, qui pèsent un peu sur la biodiversité, sur lesquelles on travaille, ou en tout cas sur lesquelles on propose des solutions, et dont on entend souvent parler aujourd'hui. Alors, la première, c'est le dérèglement climatique. On parle de changement, on parle de réchauffement, on parle de modification du climat. Ça va être surtout lié aux activités humaines parce qu'on va contribuer à son accélération, pas forcément à un réchauffement, parce qu'il y a des périodes où on va avoir plus chaud, d'autres plus froides. Donc, il ne fait pas tout le temps plus chaud partout. C'est juste qu'on a une phase par rapport à la normale, vis-à-vis, par exemple, depuis les dinosaures, si on veut, ou depuis les derniers millions ou dizaines de milliers d'années, qui s'accélère, qui va de plus en plus vite. Et c'est ça qui pose problème, que les animaux, les plantes, et même nous, au bout d'un moment, on ne va pas avoir le temps de s'adapter, de pouvoir réagir à ce changement de climat. Développement humain, ça va être tout ce qui est, par exemple, construction extension des villes. Les villes vont pouvoir se construire un peu partout, mais plus on construit une maison en campagne ou ailleurs, plus on va grappiller, on va manger un petit peu des habitats pour les animaux et pour la biodiversité de manière générale. Et du coup, moins il y aura d'habitats et moins il y aura d'animaux, tout simplement. Ça peut être lié au tourisme aussi. Plus on va avoir de touristes dans un endroit, plus on va avoir de pression,
plus on va avoir de gens qui vont venir, moins les animaux vont vouloir rester parce qu'ils vont être dérangés. Donc plein de petites choses comme ça. Destruction des milieux, ça va de pair. Hein. On parle de déforestation, donc on va couper des arbres, on va détruire des forêts, on va détruire des récifs coralliens. Donc ça, forcément, ça a un impact non négligeable sur des habitats et les espèces qui y vivent. Les pollutions, parce qu'il n'y a pas que les déchets. Hein. On parle beaucoup de produits chimiques, on parle beaucoup de déchets plastiques, mais on a aussi beaucoup de pollution liée au bruit. Bruit lié à l'homme, hein, les voitures, les camions, la musique, mettons très très fort. J'exagère un peu. Mais par exemple, pour les cétacés, une des premières menaces, ça va être aussi les collisions avec les bateaux liées au bruit parce qu'ils n'arrivent pas à se repérer dans leur habitat. Et pour les animaux nocturnes comme les chauves-souris ou les chouettes ou les hiboux, ça va être surtout les pollutions lumineuses ou même les cigales que nous on a dans le sud. On va avoir des lumières tout le temps, jour et nuit en fait, jour avec le soleil et nuit avec les lampadaires et autres, ce qui fait que les animaux n'arrivent plus à comprendre vraiment quel est le cycle, le moment où il fait nuit ou il fait jour. Donc ils vont être plus fatigués, ils vont travailler plus et du coup ils vont vivre moins longtemps. Ça peut poser problème. Et plein d'autres choses, hein. J'ai mis 3 petits points parce qu'on peut parler aussi de braconnage, on peut parler de plein d'autres choses. Donc, de choses parfois qui sont pas de manière intentionnelle de vouloir détruire quelque chose, mais juste de récupérer parfois des animaux dans l'espace naturel parce qu'on pense les sauver. C'est pas forcément, ou de prendre un oiseau et pour pouvoir le soigner, c'est pas forcément la bonne chose à faire dans certains cas. Donc ça peut être plein de petites choses qui peuvent poser problème en fait pour la nature. Alors, je vous parlais de participer un peu à nos actions au niveau de l'assaut. Hop, ça m'embête un peu. Ah, ça marche plus. Donc, ce qu'on propose aux gens, que ce soit enfants, adultes, c'est de participer en fait aux inventaires qu'on réalise. Nous, on ne peut pas être partout, que ce soit dans le département, dans le sud de la France ou même ailleurs. On ne peut pas être partout sur le terrain. On n'est pas assez nombreux et on n'a pas le temps, surtout malheureusement, de pouvoir tout faire. Donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de venir nous rejoindre ou de participer en observant à leur tour les espèces qui vivent autour de chez eux, que ce soit dans leur jardin, que ce soit en forêt en se baladant, que ce soit au boulot, voilà, peu importe. Et en fait, de prendre en photo ces animaux-là, si possible, ça permet d'avoir une preuve en fait, et de nous envoyer ces données-là. Il y a beaucoup d'autres associations qui font ça. Il y a la Ligue de protection des oiseaux en France, comme l'IRLPO. Il y a le conservatoire d'espaces naturels dont je parlais tout à l'heure, donc le CEN, il y en a plein d'autres. Il y a Miraceti sur les cétacés, par exemple. Donc, nous, on va être surtout spécialisés sur la faune terrestre, aujourd'hui en tout cas. Et donc, le but du jeu, c'est de nous envoyer un peu vos observations, donc une photo d'un animal, d'une espèce, plante, champignon, animal, peu importe, et sa position, c'est-à-dire sa localisation GPS. Donc avec les coordonnées de ce qu'on appelle la latitude et la longitude, ce qui nous permet de situer l'animal dans un environnement naturel ou humain. Donc, de nous envoyer tout ça avec une photo, et après, nous, on va traiter ces données-là. Donc, on va vérifier déjà que c'est la bonne espèce, ou le bon animal qui a été, ou la plante qui a été envoyée. Et on met tout ça dans une base de données qui nous permet ensuite de partager tout ça avec plein d'autres structures, des associations ou autres qui agissent pour l'environnement et pour l'étude de la biodiversité. Donc en fait, toutes les structures, normalement, transmettent leurs informations à d'autres structures sur un même groupe, en quelque sorte, un même réseau social. Et ça nous permet en fait d'avoir des données d'un peu partout sans pour autant être partout. Voilà. Donc c'est des petites choses que tout le monde peut faire à son échelle. Par exemple, si vous voulez participer à la conservation de manière assez active, en fait. Et voilà, j'ai fait le tour pour la présentation de l'association, en tout cas. Alors que vous avez dit que sur cette partie, vous avez dit que vous donnez les données, vous donnez les informations aux autres organisations. Quelles organisations sont-ils, par exemple? Alors, toutes les données au niveau... Alors, déjà, les gens nous transmettent, que ce soit, par exemple, moi ou toi, ou par exemple, d'autres, les adhérents de l'association ou autres,
nous transmettent les informations qui vont dans la base de données de Espèce. Et Espèce transmet ça à la base qu'on appelle Silène, S-I-L-E-N-E, qui est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels, donc le CEN, au niveau de la région. Voilà. Donc et au niveau national, je crois bien aussi. Mais la Silène, c'est au niveau de la région. Et après, il y a d'autres systèmes au niveau national. Mais en tout cas, au niveau de la région, en fait, notre base de données, on la transmet au Silène, qui va être ensuite mise sur une sorte de grande carte avec toutes les données de toutes les assos, par exemple, qui travaillent dans la région. Alors, est-ce que vous travaillez juste dans le Var ou la Provence ou partout dans la France? Alors, pour l'instant, on travaille surtout dans le Var, c'est le principal, parce qu'on est créé depuis 4 ans et demi maintenant. Donc, notre secteur principal, c'est le Var, un petit peu dans le département des Bouches-du-Rhône, donc le 13, qui est juste à côté, et des Alpes-Maritimes, sur la partie Méditerranée, bord de mer. Et après, on va monter un petit peu plus haut dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04, pour la France. Donc, on reste quand même dans la région. Après, on a déjà travaillé avec Monaco, donc quelque part à l'international, même si Monaco est plus ou moins français d'une certaine manière. Je ne vais pas choquer certains, mais ça reste un petit micro-pays francophone en tout cas. Et on échange en tout cas petit à petit avec des structures à l'étranger, mais ça reste encore des idées à l'état d'idées. Ce n'est pas encore de projet réellement créé. Voilà. Mhm. Alors, j'ai vu que vous êtes herpétologiste. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, herpétologue, en fait, c'est celui qui étudie techniquement les animaux rampants. Ceux qu'on entend par rampants, ce sont les reptiles et les amphibiens, donc c'est-à-dire les lézards, les serpents, les crocodiles, les tortues, dans un premier temps, et de l'autre partie, les amphibiens, donc les salamandres, les tritons, ce qu'on appelle les urodèles, pour le terme technique, les anoures, donc les grenouilles et les crapauds, et les cécilies, qui est un groupe un peu plus curieux, mais qu'on n'a pas en tout cas chez nous dans le coin, qui ressemblent à des gros vers en fait, mais qui sont des amphibiens. Donc on a plus dans certains pays tropicaux. Ouais. Alors, par exemple, combien y a-t-il d'espèces de tortues marins? En France, du coup, Oui. l'espèce de tortue terrestre, marine ou tout confondu? Marin. Marin. Alors en France, euh, on va dire métropole, donc le pays en lui-même, on va dire, et en comprenant les îles, donc l'outre-mer, on va dire, donc Guyane, Réunion, Mayotte et compagnie. On a 6 espèces sur les 7 qui sont présentes dans le groupe. Mais après, on a du coup une grande étendue au niveau territoire marin pour la France, parce que justement, avec nos îles dispersées ou nos territoires comme la Guyane, qui n'est pas une île, mais qui est sur un continent, mais ça reste quand même un territoire marin qui est dispatché un peu partout dans le monde. On a en Antilles, on a dans l'océan Indien, on en a un peu partout, qui nous permet d'avoir plein d'espèces différentes. En fait. Et de tortues terrestres alors? Alors, terrestre, je vais plus te dire au niveau français continental, donc France métropolitaine. Donc, on a 3 espèces chez nous, locales. On a la tortue d'Hermann. Alors, je vais montrer, ça va être plus simple en image. Donc voilà, justement, niveau local en France, hop, on a 6 espèces, comme je disais, de tortues marines, avec la caouane, la lutte, etc. On a 2 espèces aquatiques et une espèce terrestre, qui est la tortue d'Hermann, du coup, dont je parlais tout à l'heure, qui sont toutes les 3 menacées à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc la tortue d'Hermann, par exemple, qui est celle en bas, est endémique, c'est-à-dire qu'elle est présente quasi que dans le Var, un petit peu les Bouches-du-Rhône, donc elle reste vraiment dans le sud de la France. Et pendant un temps, elle passait en fait sur toute la bordure méditerranéenne de France, de l'Espagne jusqu'en Italie. Donc aujourd'hui, on en trouve un petit peu en Italie pour certaines populations, en Corse et dans le sud-est de la France, pour le Var. Moi, je
et il regardait un peu différent que celui-là. Est-ce qu'il y a des autres trucs? Espèces? Oui, sub-espèces. Alors, en France, on a d'autres espèces, ouais. Alors qui sont originaires d'autres pays. En termes de terrestres, on a la tortue grecque, donc, qui est plutôt originaire d'Afrique du Nord, donc le Maghreb, etc., et sur une portion de la Méditerranée, qui a été introduite en France suite aux achats de particuliers en Afrique, par exemple du Nord notamment, qui ont ramené ça chez eux, et puis petit à petit, bah, ça a été relâché ou échappé de captivité et retrouvé dans le milieu naturel. Cette tortue-là, elle pose problème notamment chez nous parce qu'elle est porteuse d'une maladie qui est mortelle pour les tortues de chez nous, mais sur lesquelles elle ressent rien en fait. C'est elle porteuse saine, on appelle ça. Ah. Voilà. Donc quand elle est en contact avec des espèces locales, bah, la tortue d'Hermann notamment, elle peut lui transmettre la maladie dans certains cas et s'hybrider, donc se reproduire avec, même si c'est pas la même espèce, bizarrement, elles sont capables de se reproduire ensemble. Donc ça, on perd en fait de la population originelle de la tortue d'Hermann. Et on a la même chose avec, non pas pour la maladie, mais pour le côté reproduction avec deux espèces différentes. Pour la tortue des Balkans, qui est la tortue boigeri, Testudo boigeri, qui ressemble beaucoup à la tortue d'Hermann aussi d'ailleurs, mais qui est elle originaire d'Europe de l'Est, plutôt les Balkans, donc la Grèce, Croatie, etc. dans ce point-là. Et qui a été ramenée aussi par les hommes en France et ailleurs. Voilà. Et après, en tortue aquatique, hormis la cistule, donc on voit en photo la deuxième qui est ici en haut, on va avoir des tortues alligators et serpentines, donc qui proviennent d'Amérique du Nord. C'est tout mignon, ça fait des petites tortues assez bizarres, mais assez rigolotes. Et quand elles grandissent, bah, ça devient des trucs énormes. Et du coup, bah, les gens les relâchent dans la nature. Et le problème, c'est que ça peut manger un canard, ça peut manger des trucs assez gros, donc ça peut poser problème. Et on avait bien sûr le problème des tortues de Floride et d'autres tortues exotiques qui ont été relâchées dans le milieu naturel. Voilà. Donc, lié justement à la vente par les animaleries et par d'autres choses. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de tortues dans les bassins ou les aquariums ou les petits jardins des gens que dans le milieu naturel en France. Et généralement, peut-être même partout maintenant. Est-ce qu'il y a une opération qui les protège, par exemple les tortues Hermann, pour les personnes qui n'aiment pas avoir dans leur jardin ou des choses comme ça? Alors, l'acteur principal pour les tortues au niveau, je dirais même France, en termes d'entreprise aujourd'hui, c'est le village des tortues qui est situé à côté de chez nous d'ailleurs, à Carnoul, dans le sud de la France, dans le Var toujours. Et l'association initiale qui s'appelle la SOPTOM, donc la Station d'observation des tortues et de leur milieu, le CRCC, donc il y a un centre de soins et de conservation, en gros, pour la tortue d'Hermann et l'Institut d'Europe, et ils récupèrent également d'autres espèces qui sont mises en exposition au village des tortues, donc dans le zoo en gros, et qui ont été pour la majorité récupérées de chez des particuliers. Le souci, c'est qu'ils sont en surfréquentation, enfin il y a une surpopulation plutôt des tortues, et une surdemande des gens aussi qui veulent se débarrasser de leurs animaux, parce que ça vit, mine de rien, 50 à 80 ans en captivité. Donc, si on achète une tortue, on récupère une tortue, on a 30 ou 40 ans, il y a des chances que la tortue elle passe à nos petits-enfants. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, ça demande un petit peu d'entretien, ça demande un petit peu de moyens aussi, même si ce ne sont pas des animaux compliqués à gérer. C'est des animaux aussi qui n'ont pas à faire grand-chose en captivité, malheureusement. Et du coup, c'est le principal acteur de terrain et acteur en France, la SOPTOM en tout cas, pour la protection et la conservation des tortues de chez nous. Après, nous, on y participe d'une certaine manière aussi, avec un autre projet de conservation, justement. On a le CEN dont je parlais tout à l'heure, le Conservatoire d'espace naturel, qui fait également des choses.
Et après, on a des communes, on a l'Office français de la biodiversité, on a le Parc national de Port-Cros, par exemple, sur certaines choses. Voilà, on a plein d'institutions, on a plein de monde qui réalisent des actions de manière ponctuelle ou à certains endroits. Après, des spécialistes, il y a beaucoup d'herpétologues, donc de gens qui travaillent sur les tortues en France. Que ce soit ailleurs en Outre-mer, par exemple, La Réunion, on a le centre Kélonia qui est assez connu, par exemple. En France métropolitaine, on a plusieurs centres, mais et plusieurs spécialistes qui sont un peu partout, soit indépendants, soit des chercheurs, soit des associations. Hmm. Est-ce qu'il y a des tortues terrestres sur la Corse? En Corse, ouais, il y a la tortue d'Hermann. Il y a justement la petite jaune et noire là, qui est en bas. Alors, c'est la même espèce. Le truc, c'est qu'elle est un petit peu plus grosse par rapport à celle qui est continentale. Donc, un même âge et même sexe, on va dire, femelle ou mâle, et sont un petit peu plus grosses. Peut-être parce qu'elles sont sur une île. Il y a souvent un phénomène comme ça où les animaux sur les îles sont soit un peu plus petits, soit un peu plus gros. Et c'est peut-être lié à ça. Comment est-ce qu'ils sont venus sur la Corse? Alors, l'idée principale, c'est que la Corse, pendant un temps, s'était rattachée au continent. Ça n'était pas encore une île. La Sardaigne, pareil. Donc, ces îles-là, la Corse et la Sardaigne, étaient rattachées à la France, en fait. Et petit à petit, il y a plusieurs millions d'années, les deux portions se sont détachées. Il y a une ouverture d'un bras de mer, en fait, qui a fait ce qu'on appelle le golfe du Lion. Et du coup, la Corse et la Sardaigne se sont retrouvées séparées. Donc, soit les populations proviennent de ces individus-là, il y a plusieurs millions d'années, soit elles sont venues par radeau, peut-être. Je sais pas trop, radeau naturel, on va dire. Elles sont pas construits leur petit radeau. Mais ouais, des tempêtes, ce genre de choses, par exemple, qui ont fait qu'elles ont traversé le continent, jusqu'en Corse. Est-ce qu'il Ou, oui, pardon, vas-y. est-ce qu'ils peuvent nager ou pas du tout? Si, ça peut nager. Alors, les tortues terrestres, comme la tortue d'Hermann, nagent, on va dire, elles se débrouillent. C'est pas, c'est pas génial, génial, mais elle peut aller dans l'eau et elle peut nager sur quelques mètres. Ah, bien sûr, les tortues d'eau classiques comme la cystute d'Europe ou les mille lépreuses qu'on a chez nous, ou les tortues de Floride ou autres, bien sûr, elles nagent très très bien et très vite même. J'ai entendu que des personnes ils mangent les tortues Herman. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai jamais entendu ça. J'ai pas encore entendu ça. Peut-être dans le temps, ça se faisait. Aujourd'hui, toutes les espèces de reptiles sont protégées à l'échelle nationale. Même les vipères, en France par exemple, ça fait que depuis février 2021 que les vipères sont protégées, toutes. Donc c'est vraiment très récent. Les tortues, ça fait des années et des années. Mais je sais que dans d'autres pays, par exemple à Mayotte, les tortues sont braconnées pour leurs œufs, pour vendre les œufs et pour leur chair. Donc ils sont mangés. Pour les tortues marines, du coup. Pour les tortues terrestres, peut-être dans certains pays ou auprès de certaines ethnies ou cultures qui sont un peu encore archaïques, un peu anciennes, on va dire, d'une certaine manière. Comme il y a des gens qui mangent encore des hérissons, par exemple, chez nous. Mais, euh, mais non, j'en ai pas entendu parler, en tout cas. Ah, c'est bien alors, peut-être. J'espère. Et à quel âge peuvent-ils se reproduire les tortues Herman? Alors, l'hermane, elle se reproduit généralement autour de 9-10 ans. Elle commence à être mature sexuellement, voire 10-12 ans. Voilà. Généralement, autour de 9 ans, ça commence à être un petit peu le cas. En captivité, ça peut aller un chouïa plus vite, un petit peu plus vite, parce que les conditions ne sont pas les mêmes que dans le milieu naturel et souvent, on n'a pas qu'une seule tortue, enfin, les gens n'ont pas qu'une seule tortue et dans des enclos petits. Donc, ce qui fait que ça accélère peut-être un petit peu plus le rythme. Mais généralement, voilà, autour d'une dizaine d'années, on va dire, elles peuvent être matures sexuellement. Et les tortues marins? C'est à peu près le même âge, je crois, voire un peu plus tard pour certaines. C'est Et, moins ma spécialité. et alors, ils vivent combien d'années, les tortues Herman?
L'Hermann, elle peut aller de 50 à 60 ans, voire un peu plus. Dans le milieu naturel, c'est en grosso modo entre 20 et 30 ans. Parce qu'on a la prédation, on a les risques de débroussaillage, on a les risques de voitures, de chiens, etc. dans le coin. Mais ça peut aller jusqu'à au moins 60 ans en captivité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il mange? Alors, on lui donne beaucoup de salades, de tomates, de cornichons, de concombres, de machins, de trucs. Les tortues d'Hermann ne sont pas forcément que herbivores, donc ne mangent pas forcément que des fruits et des légumes. Ah, Euh, donc, elles mangent en fait dans le milieu naturel. C'est pour ça qu'on a beaucoup. Alors, la tortue qu'on a là, bon, ça va encore. Mais elles ont souvent, quand elles sont en captivité, une dossière, donc la partie du dos de la carapace, qui est bombée. Donc, on va avoir plein d'écrans, un peu comme un Toblerone pour les chocolats. C'est un peu le même système, avec plein de petites pyramides. Et ça montre qu'elles ont un problème au niveau de leur croissance, au niveau du calcium et d'autres choses. Donc, généralement, une vraie tortue d'Hermann ou une vraie tortue de manière générale, ses écailles sont lisses, quasiment. Quand elle est en bonne santé, quand elle a bien grandi, quand elle a eu plein de choses. Et du coup, dans le milieu naturel, elle va manger des plantes, bien sûr, donc des feuilles, des fruits, du romarin, du thym, par exemple, chez nous, une petite plante locale, de l'arbouse aussi, quand c'est la saison dans le sud, qui est un fruit qui se mange et qui est plutôt bon d'ailleurs. Et après, elle peut manger aussi pour tout ce qui est calcium, donc d'autres plantes qui lui apportent des nutriments, des choses comme ça, des escargots, donc des mollusques. Donc elle va manger l'escargot, ça va lui apporter aussi des bonnes choses pour sa carapace et son développement. Elle peut manger des trucs moins sympas, on va dire des cadavres d'animaux ou des crottes d'animaux, ou ce genre de choses. Voilà. Donc elle est, on va dire, plutôt omnivore. En gros. Même elle a une préférence pour les fruits, les plantes, on va dire. Elle est plutôt omnivore. celui que j'ai vu, elle a mangé, comment on dit, euh, fig, comment dire fig? Euh, Les figues, euh, est-ce que c'est un fig? Figa, quelque chose comme ça? je ne sais pas ce que c'est comme. Le truc vert et si on le coupe, c'est rouge. Ah, une figue. Oui, une figue. Oui. C'est pas... Pardon, ouais, j'ai bien entendu au début, mais j'étais pas sûr. Ok, ouais, les figues, ouais, on en a beaucoup dans le sud, du coup, elles en mangent pas mal. Ouais, super. Elles en mangent beaucoup comme c'est la saison, ouais. Ouais. Oui, elle était trop petite pour la manger, elle a essayé mais ça marchait pas. Ouais. Faut attendre que ça mûrisse un peu plus, que ça pourrisse un peu, mais ouais, ça Oui. peut manger, ouais. Euh, et est-ce qu'il y a quelque chose qui les mange dans la nature, les tortues humaines? Alors, quand elles sont adultes, elles n'ont pas beaucoup de prédateurs, parce que mine de rien, il faut quand même casser la carapace. Alors, adultes, les prédateurs principaux, ça va être les chiens, ça va être les sangliers, et après, ça va être les accidents, on va dire, bêtes. Par exemple, c'est pas, elles ont du mal à se retourner, donc il suffit, ça grimpe bien, mais si ça se retourne sur le dos, voilà, ça peut se noyer. Enfin, ça va être des accidents naturels, on va dire plutôt. Pour, et les routes, après. Voilà. Les problèmes liés aux routes, liés à l'humain, en fait, généralement. Le principal danger, c'est ça. Pour les petits, pour les bébés, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir les fouines, on peut avoir la carapace déjà tout petit, elle n'est pas encore très dure pendant la première et les 2 premières années, on va dire. Donc, il peut y avoir ça, ben, les sangliers, bien sûr, qui déterrent même les œufs, etc. Les chiens, toujours. Les chats, enfin, à peu près tous les prédateurs. Là, elles ont beaucoup de prédation et beaucoup de taux de mortalité, en gros. Mhm. Les oiseaux, etc. Et certains serpents même. Les couleuvres peuvent en manger aussi, je pense. J'ai entendu que les tortues marins, ils retournent à la place où ils étaient nés pour mettre leurs œufs. Est-ce que les tortues Hermann, ils font ça? Alors, ben, un petit peu, ouais.
Ouais, les femelles, en fait, elles ont. Alors, une hermane, généralement, on dit que c'est à peu près un hectare. En fait, c'est entre 2, 3, 4, voire plus de 10 hectares. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, un hectare, c'est un terrain de foot en termes de taille. Donc, c'est entre 2 et 10 terrains de foot pour une tortue. Pour son espace vital, donc l'endroit où elle va se reproduire, elle va manger, elle va pondre. Donc, c'est en fait la superficie dont elle a besoin pour vivre, qui est assez énorme en fait, pour un individu. C'est pour ça que quand on dit en enclos, c'est très compliqué. Quand on a un 10 mètres par 10 mètres, admettons, qui est déjà beaucoup, bah, finalement, c'est petit par rapport à ce qu'elles ont dans le mien. Tu vois. Et pour revenir à ta question, effectivement, les femelles retournent souvent à peu près au même endroit. Parce que le milieu va être favorable aussi au niveau pour creuser le trou, tout simplement, pour avoir des conditions de température, d'humidité intéressantes pour le développement de la fossile. Donc, elles vont pouvoir pondre à peu près, retourner aux mêmes endroits chaque année pondre. Hmm. Comment on peut savoir si c'est un femelle ou un mâle? Alors, une femelle et un mâle, ça c'est une très bonne question. Alors, je vais passer sur une autre diapo, ça va être plus simple. Hop, voilà. Hop là. Donc, la tortue d'Hermann, alors pour beaucoup de tortues, alors la cistude, l'autre tortue aquatique, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, sur les tortues terrestres, ce qu'on a souvent de différence, ça va être principalement la forme du plastron. Donc le plastron, c'est la partie du ventre de la carapace. Donc la tortue, quand elle est là, autour de 8 ans, on commence à voir ça, 8-9 ans, quand le plastron va être un peu creux, ça va être un mâle, parce que ça ne va pas lui permettre en fait de se poser sur le dos de la femelle. Quand le plastron est plat, jusqu'à X années, ça va être une femelle justement. La queue du mâle est généralement plus longue aussi, donc pareil, permettre l'insertion au niveau du sexe de la femelle. Et l'autre différence principale, on va dire, ça va être au niveau des écailles, au niveau de la queue. Enfin, de la queue, oui. Au-dessus de la queue, la dossière, donc la dossière, c'est toujours la partie du dos de la carapace. On a deux écailles, ou une écaille suivant les espèces, qui sont soit droites, soit un peu courbées chez le mâle, et chez la femelle, elles sont assez droites. Donc quand l'écaille commence à rentrer un petit peu vers l'intérieur, ça va être un mâle. Comme ici en bas à droite, on va avoir une sorte de griffe ou de bec un petit peu. C'est une forme un peu bizarre. Donc ça va être surtout à cette différence-là qu'on va voir que si c'est un mâle ou une femelle. Ah, d'accord. Faut attendre beaucoup longtemps. Faut Comme... attendre quelques années. Ouais. Généralement, c'est pour ça qu'après, oui, en captivité, en tout cas en France, par exemple, les mâles et les femelles doivent être séparés parce que la reproduction est interdite en captivité pour protéger l'espèce aussi et pour éviter qu'il y ait de la vente, qu'il y ait du trafic et plein de choses aussi, des problèmes de maladie, de santé, etc. Et du coup, ouais, généralement, on se retrouve avec un enclos où on a 3, 4 ou parfois les gens, ils en ont 40, ça arrive, tortues, et avec des mâles et des femelles ensemble. Et ça, c'est pas forcément bon même pour la population, pour la torture. C'est pas des animaux qui vivent en groupe, des animaux solitaires. Hmm. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut être volontaire pour aider les tortues Herman? Est-ce qu'il y a des travaux pour aider les tortues Hermann, c'est ça? Oui, où on peut être volontaire. Ah oui, alors, soit dans des associations. Alors, par exemple, je reprends l'exemple de la Soptom. Il y a encore quelques années, il fonctionnait beaucoup avec du bénévolat. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis issu d'un peu ce groupe-là. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un service civique. Donc, en gros, c'est une sorte de formation, un stage qui dure quelques mois dans une structure et ça nous permet d'avoir de l'expérience professionnelle. Et on a des missions généralement comme celui d'un professionnel même d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur les tortues, les bébés tortues justement dans le Var pendant 8 mois à peu près. Et après, il y avait beaucoup de bénévoles qui venaient. Maintenant, c'est plus le cas parce que ça change. Donc, par contre, c'est des stagiaires ou des services qui viennent.
après, ça peut être comme ce que je disais au tout début, c'est-à-dire venir participer à des actions d'associations comme nous, comme espèces, comme le CEN ou d'autres qui travaillent déjà sur ces animaux-là. Et même donner en fait ces informations sur quand on se balade, de dire tiens, j'ai vu une tortue à tel endroit sans la toucher et sans la déranger, bien entendu, vu que ce sont des animaux protégés. Et ben ça participe déjà beaucoup en fait. On ne dirait pas, mais ça participe déjà beaucoup à leur protection parce qu'on sait où elles sont et on sait quel habitat on pourrait potentiellement protéger. Faire des choses en tout cas là-dessus. Mais après, voilà, s'intégrer dans une association et se dire tiens, je veux participer à la protection des tortues dans le Var. Est-ce que je peux venir chez vous faire des choses? Bah ouais, carrément. Il faut juste, on n'a juste pas, par exemple, nous, de centre d'accueil pour pouvoir accueillir du monde ou pour pouvoir faire des choses. Ça va être beaucoup de l'échange. On est en vacances ou les gens du sud, enfin du coin qui veulent faire des choses comme ça. Nous envoient un mail, nous appellent, nous disent voilà, on aimerait bien faire ça. Ben, allez vous balader dans tel coin, essayez de voir si vous trouvez des individus. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on fait nous déjà en tant que professionnels. Mhm. Alors, quelle est l'importance du volontariat pour les tortues en général? Ça, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Alors, les tortues font partie des animaux phares, hein, c'est-à-dire qu'ils sont bien aimés et très aimés du public. Hein. Ils font partie des animaux préférés des gens en général, les tortues. Parce que c'est rond, c'est mignon, c'est rigolo, c'est pas méchant, ça fait pas de mal. Donc voilà, on aime bien en général. Euh, donc en fait, vu que ça attire beaucoup de monde, ça attire beaucoup de volontaires. Et quand on a beaucoup de volontaires, on peut parcourir et faire beaucoup d'actions. Donc plus on va avoir de monde dans une structure, une asso ou ailleurs, plus on va pouvoir faire d'actions. Donc soit plus on va pouvoir s'étendre et faire d'actions au niveau géographique, d'aller dans plein d'endroits différents, soit plus on va pouvoir créer de nouvelles choses, créer des nouveaux projets et faire voilà, d'autres choses. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. En général. Après, il y a toujours des limites aussi, mais plus il y a de gens passionnés et respectueux, on va dire, et volontaires, mieux c'est. Mhm. Et alors pour les serpents? Alors, les serpents, c'est un autre sujet encore. Enfin, en tout cas, dans le coin, dans le monde, il y a beaucoup d'espèces de serpents. Je ne saurais pas te dire combien. Mais en France, on a une douzaine d'espèces de serpents, dont majoritairement des couleuvres. On a très peu de vipères. On a 4 espèces de vipères en France. Euh, et dans le Var, notamment, par exemple, ou dans le sud, si je prends la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le sud-est, France, on a quasi toutes les espèces. On a 10 espèces sur les 12 présentes en France. Dans le Var, on a les 12 aussi, on a les 10 aussi, pardon. Sauf que la répartition n'est pas tout à fait la même. Donc, par exemple, on va avoir avant le Verdon, donc sous le Verdon, on va dire sous ce qu'on appelle le plateau de Canjuers, qui est une grande base armée qui est dans les massifs préalpins dans le nord du département. En dessous de ça, jusqu'à la Méditerranée, on n'a pas de vipères, par exemple. On n'a que des couleuvres. Même si des gens nous disent souvent que s'ils ont vu des vipères, etc. Mais en fait, depuis que les musées existent, depuis que les naturalistes existent, donc les gens qui vont faire des suivis de terrain, qui vont référencer les animaux dans le milieu naturel, etc., tout ce milieu-là existe. Il n'y a pas de données de vipères dans le département. Pareil pour les Bouches-du-Rhône, par exemple, donc Marseille, enfin tout ce département-là. Et les Alpes-Maritimes, donc vers l'autre département qui va vers l'Italie, là, on en a plus parce que c'est plus montagneux et on n'a pas tout à fait le même climat. Donc potentiellement, on en a plus. Mais voilà. Donc, et après, ce sont toutes des espèces qui sont protégées également. On a le plus grand serpent d'Europe aussi parmi eux, qui est la Colette de Montpellier, avec les plus gros individus référencés pour la France et en partie pour l'Europe, qui sont sur l'île de Port-Cros, donc au large de Hyères, donc dans le Var aussi toujours. On est hyper riche, hein. On est le département le plus riche de France métropolitaine pour le Var au niveau de la biodiversité. Parce qu'on a plein de climats, on a plein d'environnements différents, on a la mer aussi Méditerranée, donc on a plein de choses. Et justement, sur les îles, on a les plus gros spécimens de serpents référencés, plus gros que sur le continent, Ah, jusqu'à plus de 2 mètres.
2 mètres, c'est grand. Ouais, c'était pas mal. Et comment est-ce que le Covid, est-ce qu'il a affecté l'espèce? Alors, bah, nous, ce qui nous empêchait avec le Covid, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas encore salarié. Je suis salarié depuis quelques mois, donc en tant que salarié, et on n'était pas en tant que reconnu, en tant que nous, asso, d'intérêt général, ce qui nous permettait de sortir avec une attestation et de justifier le fait qu'on allait faire nos suivis, nos inventaires à la nature, etc. Donc l'année dernière, en 2020, on n'a rien pu faire. Toutes nos missions, tous nos projets de suivi, de conservation, etc., ont été annulés. On a pu les commencer en avril, même un peu avant, en février-mars de cette année, et pour les tortues en avril de cette année, pour un suivi en canoë qu'on fait de la Cistude d'Europe, donc une tortue d'eau, celle qui a les petits points jaunes un peu partout, que j'ai montré tout à l'heure. Et après, vu qu'on fait beaucoup d'animations, la Covid, la crise sanitaire a fait qu'on a eu peu d'actions pour certains mois. Forcément, on a eu beaucoup d'annulations, beaucoup de choses, mais c'était gérable parce que financièrement, on n'avait pas besoin, on n'avait pas de grosses dépenses. Voilà. C'était juste embêtant, surtout l'année dernière, pour tout ce qui était les projets d'études et de conservation de la nature. Voilà. Est-ce qu'il y a des est-ce que le moins de... Parce que les humains, ils ont fait moins de choses maintenant. Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui se font dans l'environnement? Alors, oui, globalement, un peu partout. En fait, il y a une prise de conscience des gens. Donc, les gens se rendent un peu plus compte de ce qui se passe et comprennent un peu plus aussi le rôle de la biodiversité, parce qu'on en parle beaucoup partout, dans les journaux, à la télévision, dans les écoles, un peu partout. Et on se dit, biodiversité, en fait, c'est quoi? Les gens comprennent pas forcément. On comprenait pas forcément au début. Et depuis peut-être une dizaine d'années, ou un peu moins, même on dirait 5 ans, les gens commencent à vraiment prendre conscience du rôle, et d'autant plus maintenant, des animaux, des plantes, enfin des écosystèmes, en fait. Et notamment ta génération, ma génération un petit peu plus maintenant, je fais partie peut-être des premiers vrais acteurs là-dedans aujourd'hui, Mhm. qui récupèrent un petit peu les pots cassés aussi des générations précédentes, malheureusement. Mais oui, il y a une prise de conscience. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant, ce qu'on appelle du greenwashing, donc qui pose problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire écologistes, écolos, qui vont vouloir faire des choses pour l'environnement et au final, sous couvert du fait d'être écolo, ils vont pouvoir se dire bah je vais acheter de l'huile de palme un peu partout, mais je suis écolo. Ou je vais faire énormément de déchets à côté, mais derrière, je vais faire des ramassages de déchets dans la nature. Enfin, il faut une certaine logique. Et ça, c'est encore du mal à exister, en fait. Mm. Mais globalement, il y a de plus en plus d'actions. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent, que ce soit toi ou moi, par exemple, on en est la preuve aussi. Donc, mais après, voilà, il faut être logique et correct avec ses idées et son éthique. Mm. Alors, est-ce que vous pensez qu'après Covid, il va y avoir beaucoup de volontariat? Il y a beaucoup de demandes en tout cas. Il y a beaucoup de, par exemple, je fais de la formation, je forme des étudiants, comme je disais au tout début, et on reçoit de plus en plus de demandes d'étudiants qui veulent faire des études dans la nature, enfin, en lien avec la protection de la nature. Mais par contre, il n'y a pas plus de débouchés, plus de boulot derrière. Pour le bénévolat, le problème qu'il peut y avoir, c'est en termes de mission. Aujourd'hui, beaucoup de structures ont du mal encore à se remettre en place pour développer ou continuer leur projet. Mm. Donc, le fait de prendre des gens en plus en charge, pour même du volontariat, etc., peut être compliqué. Mais pour des structures qui ont déjà des projets clairs, concis, qui ont besoin de monde, en tout cas, c'est toujours intéressant et je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes. Mais il y a de plus en plus aussi besoin des gens d'avoir des sous aussi et les volontariats sont généralement payants pour beaucoup de choses, même surtout à l'international d'ailleurs. Donc, c'est compliqué, on va dire. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais
Mais oui, il y a de la demande. Il y a des envies, en tout cas. Mhm. Et en 2019, il y avait combien environ de volontariat en France? Je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas du tout. Euh, environ peut-être? Euh, Si je peux te dire, chez nous, par exemple, dans l'association, on avait une trentaine d'adhérents. Donc, par exemple, après, entre volontaires et adhérents d'une structure, c'est différent aussi. Donc, volontaires, ça va être vraiment des gens qui vont agir sur le terrain, qui vont faire des choses. Donc, nous, on avait peut-être une dizaine de personnes, tu vois, Mm. multiplié par le nombre de personnes d'associations. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a les associations environnement, les associations pour tout ce qui est social, donc l'aide aux personnes. Il y a les associations pour le sport, il y a les associations pour les parents d'élèves, pour les écoles. Donc je saurais pas te dire, je pense plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mm. Mais tu, un parent qui va aider ses enfants, qui va participer à la vie de l'école de ses enfants, va faire du volontariat, d'une certaine manière. Mhm. Donc, Alors, j'ai vu aussi que vous êtes un peu géologue. Euh, paléontologue, oui. Est-ce que c'est quand que les fossiles de tortues ont apparu dans le... Alors, attends, je vais te remettre l'autre chose. Hop. Alors ça, c'est pour remontrer, tant que je suis sur cette diapo-là, voilà les trois espèces un peu qu'on a en France en tout cas. Donc la cistude, c'est le camp bas à gauche, dont je parlais tout à l'heure. On la reconnaît bien, c'est le petit point jaune. Les lépreuses qui, elles, présentent vraiment dans le côté sud-est, mais frontière espagnole. Vraiment en dessous de Perpignan, il y a vraiment qu'une petite population là-bas pour la France, et notre fameuse tortue d'Hermann. Et hop, voilà. Donc les premiers fossiles, on va dire, de tortues qui ont pu être identifiés, ils ont à peu près 240, 220 millions d'années. Oh, wow. Donc voilà, donc c'est une période qu'on appelait le Trias. Donc on va dire elles sont contemporaines, elles sont terre-à-terre quand on est. Alors la différence entre archéologie justement et paléontologie, c'est que le paléontologue il s'occupe de la vie avant la civilisation humaine, avant la culture humaine, on va dire. Donc toutes les formes de vie hein, et l'histoire évolutive de l'homme, de l'humain, mais pas sa culture. Alors que l'archéologue, lui, va s'occuper de tout ce qui est en relation avec l'être humain et autour, Mhm. on va dire. Et du coup, oui, les premiers restes de tortues découverts, ils datent. Alors, voilà, il y en a un, notamment celui-ci. Enfin, celui-ci, il n'y a pas le fossile, mais il y a une représentation. Donc, le Trias, c'est en gros ce qu'on appelle, ce qu'on appelait l'ère secondaire, donc le Mésozoïque, qui est l'ère des dinosaures, en gros, pour faire simple. Les dinosaures sont apparus il y a à peu près 220 millions d'années, et les tortues un petit peu avant. Donc, voilà. Après une grande crise d'extinction, la plus grande crise d'extinction de masse, on parle beaucoup d'extinction massive, de la sixième extinction de masse aujourd'hui pour la biodiversité. Celle qui a eu lieu il y a 250 millions d'années, c'était excessivement énorme. Et donc, du coup, lui, en Chine, il y a cet animal-là qui a pu être découvert, ou celui-ci, qui est le plus vieil ancêtre, en tout cas, potentiellement des tortues. Ouh. Voilà. Donc, lui en Allemagne. Papokelis au Sinaï. Est-ce qu'il y a des fossiles de serpents? Ouais, alors les fossiles de serpents, il faut aller un peu plus loin. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, il y en a aussi au Jurassique. Donc, il y a plusieurs, il y a plus de 140 millions d'années. Après, les restes les plus grands de serpents, ça va être plutôt post-crise d'extinction des dinosaures. Après, les âges, je ne me souviens plus exactement. Mais il y avait Titanoboa, par exemple, qui est le plus gros, qui est le plus connu, qui avait des vertèbres énormes, donc qui était assez costaud. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a des fossiles de tortues ou de serpents en var? Ouais.
Alors, serpent, pas forcément. Alors ça, c'est un autre exemple. C'est Archéon qui était un des plus gros fossiles de tortue, par exemple. J'avance peut-être sur tes questions, mais presque 2 tonnes. Donc là, c'est à la fin de l'ère des dinosaures, en gros, du Ouais. Crétacé. C'est un beau bébé aussi. Et dans le Var, on a des fossiles, là, par exemple. Alors, on le voit pas trop bien. J'ai pas voulu mettre des photos un petit peu mieux parce que déjà, elles ne m'appartiennent pas et qu'elles sont c'est les journaux, etc. Mais vous pouvez retrouver ça un peu plus sur d'autres choses. Donc en fait, ce qui est détouré en rouge un petit peu là, c'est la forme un peu de la carapace. Donc t'es trouvé à Barjol, donc c'est dans le Var. C'est dans le centre Var, on va dire. Euh, je le veux trouver. Hein. Moi aussi, je vais être paléontologue. Alors. Ah ouais? Ah, c'est chouette, hein. Ça, c'est un beau boulot, hein. C'est super intéressant. Après, je suis pas allé jusqu'au bout, moi. Je me suis arrêté à un bac plus 5 et après, je suis parti justement dans le côté conservation et biodiversité. Pour moi, je vais intégrer. Comme apprendre ce qui se faisait avant et après de mettre à ce qu'on fait maintenant. Ah, mais c'est bien de faire ça. Et alors en Europe, est-ce qu'il y a beaucoup qui ont de fossiles en fait, de tortues? Bah, du coup, celui que je montrais tout à l'heure, celui-là, par exemple, c'est en Allemagne. Donc, bon, on dirait pas une tortue, c'est vrai, il n'y a pas la carapace, il n'y a pas tout ça, mais quand on voit le fossile, on a la forme du plastron, déjà qui se dessine, un peu des côtes qui vont se resserrer, etc. Donc, on commence à avoir des choses en Allemagne, oui, on en a un petit peu partout. Alors, il faut voir après en fonction de la période géologique, c'est-à-dire vers quel million d'années, on va dire, on va se situer. Parce que les continents n'avaient pas la même place. Il y avait des mers, il n'y avait pas de mer, il y avait de la terre, il y avait, voilà. Donc, mais en Allemagne, il y en avait un peu partout dans les de la France. On avait des tortues marines. Un peu partout, ouais. Et pourquoi les tortues, est-ce qu'ils sont survécu l'extinction massive que les L'extinction, dinosaures n'ont pas? je ne sais pas. Ça, je pense que c'est une grande question qui se pose. Il y a beaucoup d'animaux comme ça. On ne sait pas vraiment pourquoi ils ont survécu plus que d'autres. Parce que plus on en connaît sur les dinosaures, plus on se rend compte, par exemple, que ce ne sont pas des animaux qui sont dits à sang-froid, alors même si le terme n'est pas bon, mais dont la température du corps dépend en fait du milieu naturel. Par exemple, une tortue, un serpent, un croco, ils sont obligés de se mettre au soleil pour se réchauffer. Mhm. Et après, en fait, c'est comme des panneaux solaires. Donc, une fois que le panneau solaire est chargé, en fait, que la batterie est chargée, ils peuvent aller marcher, ils peuvent aller chasser, ils peuvent faire tout ça. Et le fait qu'il y ait eu l'obscurité pendant un temps, pendant plusieurs années du ciel, qu'il y ait eu ce genre de choses, la perte de je veux dire, de la plante, d'une partie de la flore, ensuite des herbivores, ensuite des carnivores, ça c'est les idées qui sont avancées. Peut-être qu'elles ont tout simplement se sont adaptées un peu plus facilement à leur environnement, elles se sont mis un petit peu en stand-by et après elles ont mangé ce qu'il y avait à manger, elles sont abritées dans ce qu'il y avait comme abri, etc. Le truc bizarre, que c'est plus les choses qui étaient dans la mer, comme la mer ou des rivières, des choses comme ça, comme les crocodiles, les tortues, les serpents. Ouais, bah, les crocos, pareil, ils ont le même âge que les dinosaures, donc comme les tortues en fait, tout ce groupe-là. Bah, les dinosaures, techniquement, on peut dire qu'ils ont survécu parce qu'on a leurs descendants actuels qui ont des plumes. Aujourd'hui, tous les oiseaux sont descendants des dinosaures, enfin d'une famille de dinosaures en tout cas. Donc, en un certain sens, les dinosaures, on peut dire qu'ils ont survécu, bizarrement. Ils sont adaptés, ils sont changés. Un peu beaucoup. Et comment est-ce que les... En fait, c'était c'était les tortues terrestres ou les tortues marines qui étaient en premier? Terrestre. Dans un premier temps, en fait, il y a eu plusieurs phénomènes de ce qu'on appelle la sortie des eaux au retour à l'eau, en gros.
les premiers êtres vivants, bon, il y a plus de 300 millions d'années, 400 millions d'années, qui sont sortis de l'eau. Bon, il y a eu plusieurs étapes, etc. Les reptiles sont arrivés un peu plus tard, il y a un peu plus de 300 millions d'années, si je ne me trompe pas. Et avec des petits lézards, des petites choses comme ça qui sont apparus, enfin, qui sont développés sur la planète. Et du coup, c'est vraiment une partie de ces sauriens-là, enfin, de ces animaux, sortes de lézards, qui ont donné la famille, enfin, le groupe plutôt des tortues. Donc, et ensuite, il y a une partie des espèces ou d'individus, en tout cas, qui sont retournés un peu plus dans le milieu aquatique et petit à petit colonisé les mers et les océans du globe. Mais c'est à la base terrestre, d'après les données fossiles qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Ce serait bizarre s'ils étaient dans l'eau, puis ils ont sorti après, revenus. Bizarre. C'est ça. Bah, il y a des espèces comme ça, les serpents notamment, Ah, où il y a des idées comme ça. bizarre. Ouais. Euh... Une question sur le volontariat. Est-ce que c'est difficile de naître en volontaire? Ça dépend. Ça dépend de toi et ça dépend de la structure chez qui tu vas, enfin, l'organisme chez qui tu fais ton volontariat et de la mission qu'on te propose ou que tu te proposes à faire. Euh, il y a des missions, par exemple, si tu vas observer les chimpanzés dans forêt tropicale d'Afrique, où tu n'as, par exemple, ça dépend les gens aussi. Si tu n'as pas, il y a des gens qui vont pas avoir de réseau, qui vont pas avoir de toilettes avec de l'eau courante, qui vont pas avoir ce genre de choses-là, ils vont être perdus. Alors que oui, ça va être difficile. D'autres vont arriver là-bas, ils vont se sentir hyper à l'aise, ils vont avoir leur petite monde, leur petite bulle dans leur forêt, être au contact des singes dans leur petite cabane, etc. Donc voilà, ça peut plaire à certains, moins à d'autres. Donc il faut bien regarder, je dirais. Et après, ouais, dur. Le but du jeu, c'est pas de se faire du mal, de toute façon. C'est de participer et de se faire plaisir. Donc, à partir du moment où on ne trouve pas de plaisir à ce qu'on fait et on ne trouve pas de raison à faire son volontariat ou son action avec son assaut ou autre, ça ne sert pas à grand-chose. On ne travaillera pas bien non plus et puis on ne fera pas. Voilà, ce ne sera pas intéressant. Oui. Euh, je crois pas que j'ai plus de questions. C'est déjà pas mal. Alors, merci beaucoup, Geoffroy, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que bientôt vous pourrez nous donner de nouvelles sur l'espèce et l'état de conservation de la nature. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre sur les réseaux, à suivre Citaflux et voilà, à nous contacter. Vous pourrez retrouver les coordonnées de l'association un peu partout. Et, on est disponible, on reste au besoin pour discuter avec vous ou quoi. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite et n'hésite surtout pas à me dire quand tu as besoin d'aide ou quand tu as besoin de quoi que ce soit d'aide. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo Tafou et restez responsable. Au revoir. Salut!